On pense souvent qu'un fermier passe ses journées assis sur son tracteur, mais il utilise beaucoup de machinerie lourde et d'accessoires qui peuvent causer de graves blessures, ou même la mort s'il n'est pas prudent. J'ai constaté le problème et j'ai grimpé dans le réservoir. Lorsque les grains qui se trouvaient sous moi se sont mis à m'entraîner, je savais que j'étais dans de beaux draps. C'est comme du sable mouvant. Il épouse le corps. Je me suis enlisé rapidement et je me suis mis à hurler et à crier. Mon beau-frère a appelé le 911. Quand on a reçu l'appel, je me suis dit que c'était impossible. On le voyait. Il s'enlisait et s'enlisait. Il faisait terriblement chaud dans le réservoir. C'est difficile de respirer. On ne veut pas tirer la victime vers soi, on risque de lui disloquer un bras. Il nous fallait de l'équipement spécialisé. Il y avait une foule de gens. Ils voulaient sûrement savoir si j'allais mourir ou non. Chaque fois qu'il bougeait, il s'enlisait davantage. Je le voyais descendre, encore et encore. Ça y était. J'étais sûr que j'allais mourir. On allait le perdre. Le comté de Ross, en Ohio, est au cœur de la ceinture du maïs du Midwest américain. Grâce à leur positivisme, les agriculteurs de la région prospèrent. Mais le 30 mai 2019, Jay Butterfield frôle la mort en travaillant. J'ai été fermier toute ma vie. J'avais 6 ans quand j'ai commencé à conduire un tracteur, avec l'aide de mon père. On élevait des vaches laitières, des porcs et des poulets sur une autre ferme. Mais maintenant, on cultive exclusivement le grain. On cultive du maïs, du soya et du foin. La saison des récoltes se passe habituellement bien. On peut continuer à planter du maïs en avril et en mai puisqu'il fait encore beau. On sème les grains, puis on les récolte. Mon beau-frère est mon bras droit. Il est mon collègue. Jay est un agriculteur de 2e génération et le soya compte pour environ 1/3 de la récolte familiale. Habituellement, on dépose les fèves dans une remorque pour les transporter, puis on les tire jusqu'à la vis à grains. On soulève le tout, on refroidit les grains à l'aide de ventilateurs. Ça ne prend pas grand-chose pour assécher la fève de soya. À ce moment-là, on avait un tas de fèves d'environ 1,5 mètre de haut. Puis les fèves ont cessé de sortir de la vis. J'ai constaté le problème et j'ai grimpé dans le réservoir pour savoir ce qui se passait. Je me suis aperçu que les fèves bouchaient le trou. Il n'est pas rare que fermiers doivent grimper dans le silo ou le réservoir à grains. Et c'est à cause de gestes risqués comme celui-ci que les équipes de sauvetage restent sur le qui-vive. De nos jours, nombreux sont ceux qui doivent occuper 2 emplois, et les pompiers volontaires se font de plus en plus rares. Heureusement, grâce à une planification hors pair, le comté de Ross continue à avoir les équipes de sauvetage nécessaires pour une population qui augmente. La communauté s'entraide et coordonne ses efforts avec les juridictions avoisinantes. La communauté est tissée serrée. La population a augmenté quelque peu grâce aux nouveaux quartiers. Beaucoup de gens veulent s'installer dans notre comté car il fait bon y vivre. Dans le comté de Ross, on reçoit toutes sortes d'appels pour des incendies de bâtiments, des sauvetages techniques, des sauvetages sur l'eau et des urgences médicales. L'État de l'Ohio est divisé en plusieurs régions. On a donc plusieurs équipes de sauvetage technique et de sauvetage en milieu urbain. On peut faire appel à l'équipe de sauvetage du comté d'Hamilton. C'est l'une des principales équipes en Ohio. On est très chanceux d'avoir accès à ces sauveteurs, puisqu'on ne peut pas être expert dans chacune des diverses interventions de sauvetage. Je travaille dans la région avec la plupart des autorités dans le comté lors d'interventions spéciales, ce qui inclut l'équipe de sauvetage technique lorsqu'elle doit se présenter dans le comté de Butler.
En temps normal, on a 6 sauveteurs disponibles. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Parfois, on se sépare en 2 groupes de 3 et habituellement, on est 5. En milieu urbain, on pense souvent qu'un fermier passe ses journées assis sur son tracteur à labourer ses terres. Mais il fait bien plus que ça. Il utilise beaucoup de machinerie lourde et d'accessoires qui peuvent causer de graves blessures, ou même la mort s'il n'est pas prudent. On a déjà vu des fermiers rester coincés dans la vis à grains et y perdre un bras ou une jambe. Ils subissent parfois de graves traumatismes. Il faut souvent entrer dans le silo pour y passer la lame. À l'intérieur du silo se trouve une autre vis à grains qui fait le tour du périmètre du silo pour entraîner les grains vers le centre. La vis principale peut alors s'en emparer pour les évacuer. Je suis entré plus vite que prévu dans le silo et les grains me retenaient. À cause de l'obstruction, je suis entré plus tôt que d'habitude. Il y a un plancher à l'intérieur, juste au-dessus du béton, qui permet à l'air de circuler. Les grains étaient coincés entre les deux et je suis entré pour faire bouger les grains avec un long bâton. J'essayais de briser l'amas du mieux que je le pouvais avec le bâton afin que les grains puissent sortir de la vis. Mon beau-frère était à l'extérieur et il surveillait la vis qui tournait. Quand on est près du trou, on ne devrait jamais laisser tourner la vis, mais on voulait à tout prix déboucher le trou. Je ne croyais pas que le trou était aussi plein que ça. Je ne savais pas que le tas était aussi profond. Puis, je me suis mis à m'enliser dans les fèves de soya. Lorsque les grains qui se trouvaient sous moi se sont mis à m'entraîner, je savais que j'étais dans de beaux draps. Je m'enlisais de plus en plus et mes jambes étaient enfouies. Je ne savais pas jusqu'où j'allais être entraîné. Les grains sont mouillés parce que c'est plus facile de les manipuler ainsi. S'ils sont secs, on a plus de chances d'avoir des ennuis. Mais quand ils sont humides, ils se tassent plus facilement. L'humidité leur permet de s'agglomérer, un peu comme de la colle. Mais là, ils se sont désagrégés sous moi. Jamais je n'avais ressenti une telle sensation de ma vie. C'était comme du sable mouvant et je me suis enlisé très rapidement. Je crois qu'en seulement 1 minute, j'étais enfoui jusqu'à la poitrine. C'est très dangereux d'entrer dans un silo pendant qu'on tente de déboucher une obstruction. On est debout sur une fondation instable qui s'écoule doucement sous nos pieds. Ça agit comme du sable mouvant et on est enfoui rapidement. 3 choses peuvent arriver. Premièrement, on peut perdre l'équilibre et mourir suffoqué dans le tas de grains. Deuxièmement, on peut rester coincé dans les grains et donc dans le silo et n'avoir aucun moyen de sortir de là. Troisièmement, si la vis tourne et tire les grains vers l'extérieur, il est fort possible qu'elle entraîne un de nos bras ou une de nos jambes dans le trou pendant qu'on essaie de s'extirper de là. Je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. Les grains formaient un entonnoir autour de moi. J'étais terrifié. Je me suis mis à hurler et à crier, mais mon beau-frère ne m'entendait pas à cause du bruit de la vis et de la courroie. J'étais convaincu que j'allais mourir. Tandis que les sauveteurs attendent l'équipement nécessaire pour entrer dans le silo, les fèves de soya continuent à glisser des parois et à ensevelir Jay. À ce moment-là, j'ai eu une conversation très personnelle avec M. Butterfield. Il m'a demandé de dire à sa femme qu'il l'aimait et qu'il espérait voir sa fille se marier un jour parce qu'elle venait tout juste de se fiancer. Je lui expliquais qu'on allait le sauver, mais qu'on attendait l'équipement. Ça a pris quelques minutes, mais j'ai eu l'impression que plusieurs heures s'étaient écoulées. Le plus difficile dans tout ça, c'était le nombre de badauds qui se trouvaient sur les lieux. Plusieurs fermiers étaient là et ils voulaient qu'on sorte leur ami de là le plus vite possible. Plusieurs d'entre eux me disaient comment procéder. Lors d'un sauvetage, il faut toujours suivre son plan.
Il faut aussi avoir un plan B et un plan C. On s'en est tenu au plan A. La première chose à faire dans une telle situation est d'ériger un périmètre de sécurité pour empêcher les gens d'entrer dans la zone chaude et de potentiellement se mettre en danger ou de nuire aux efforts des sauveteurs. On peut aussi assigner aux observateurs des tâches à l'extérieur du périmètre de sécurité pour leur donner l'impression de contribuer au sauvetage tout en les empêchant de nuire pendant l'opération. Puisque la communauté est tissée serrée, les autres fermiers vont vouloir prêter main forte à leurs amis et ils peuvent penser qu'ils en savent plus que les sauveteurs. C'est important de les impliquer et on a besoin de leur expertise en ce qui concerne l'équipement agricole. On entendait les sirènes et tous les gens qui arrivaient. Chaque fois qu'on baissait la tête, on voyait d'autres personnes qui accouraient sur les lieux. Il y avait une foule de gens qui voulaient sûrement savoir si j'allais mourir ou non. Je n'arrivais pas à croire qu'ils avaient appelé autant de renforts, mais je suppose que c'était mieux d'avoir le plus de monde possible. C'est une communauté rurale, donc plusieurs personnes se sont présentées pour donner un coup de main. Mais parfois, ça devient un problème quand il y a trop de monde. C'est un autre défi à relever. Organiser la cohue et structurer les efforts de l'équipe de sauvetage. On m'a nommé préposé aux entrées et sorties. Donc, je devais savoir en tout temps où se trouvait chaque répondant. C'est particulièrement important dans une situation comme celle-ci, où il y a de nombreux intervenants. Les répondants doivent intervenir dans une zone dangereuse et on doit savoir où ils sont en tout temps au cas où ils auraient des ennuis. Quand on a reçu l'équipement spécialisé, on a pu pénétrer dans le silo. Le patient ne paniquait pas et ses signes vitaux étaient très bons. Ça m'a rassuré et j'ai pu prendre mon temps pour le sortir de sa fâcheuse situation. L'équipement s'est mis à arriver. On a pu poser les plateformes de bois pour se rendre jusqu'à lui. Quand Scott Becker et moi l'avons rejoint, il était enseveli dans les fèves de soya jusqu'à sa lèvre inférieure. Il s'efforçait d'allonger le cou pour ne pas avaler les fèves. Des hommes sont entrés. Ils devaient faire attention où ils marchaient pour que les fèves ne tombent pas sur moi. Ils étaient très prudents. Si quelqu'un d'inexpérimenté était venu dans le silo pour me prêter secours, je me serais sans doute enlisé jusqu'au fond. On l'a rejoint et on a dégagé son cou. Il avait déjà des fèves de soya dans la bouche. J'ai dû me ressaisir en faisant une pause d'environ 5 secondes. Je me suis calmé et je me suis occupé de lui. On n'était pas encore sorti du bois, mais on pouvait enfin commencer à l'aider. Eddie n'a pas dit à ma femme que j'étais enseveli jusqu'au cou. Elle savait déjà que j'étais enterré jusqu'à la poitrine. Et lui ne voulait surtout pas qu'elle croie que la situation était pire qu'elle ne l'était à cause de la présence de tous les pompiers et les sauveteurs. Elle venait de subir un mini AVC et on ne voulait pas aggraver son état de santé. La femme de M. Butterfield s'est présentée souvent au poste de commandement pendant l'intervention. Je l'ai tenu au courant. Je lui ai confirmé qu'il parlait, qu'il avait de bons signes vitaux et qu'il était entre bonnes mains. C'était très éprouvant pour elle. Durant l'opération, c'était donc à moi que revenait la tâche de la rassurer. Et ils ont posé un tube d'acier autour de moi. Ce sont comme des morceaux de Lego. Il y a 5 ou 6 tubes qui s'imbriquent l'un dans l'autre, puis on n'a qu'à les glisser. Ça empêche les grains de soya d'entrer. Ça forme essentiellement une digue autour de la victime. Une fois cette digue en place, on peut retirer les grains qui se trouvent entre la digue et la personne pour soulager la pression qu'elle subit. L'opération de sauvetage avait commencé il y avait un peu plus d'une demi-heure. On avait posé un premier tube devant lui. Pour s'assurer que ses genoux n'étaient pas pliés, on avait posé des poteaux comme ceux dont on sert pour démarquer le terrain dans les entrées de garage, tout en s'assurant qu'on ne heurtait pas ses genoux. Heureusement, il se tenait droit. On a posé un premier panneau devant lui, puis un deuxième, qui était retenu par 5 tubes.
Les panneaux servent de barrière entre la victime et les grains, afin de réduire la pression qu'exerce le poids des grains sur son corps. Sans ce poids sur la victime, celle-ci aura plus de facilité à respirer et ce sera plus facile de la libérer. J'étais convaincu, et je le suis encore aujourd'hui, que si on était intervenu 5 ou 10 minutes plus tard, il ne s'en serait pas sorti. Quand on l'a rejoint dans le silo, les fèves de soya atteignaient sa bouche. Le poids des grains exerçait une énorme pression sur lui, et il avait de la difficulté à respirer. Une fois le tube en place, les intervenants commencent à creuser pour le sortir de là. On entre dans le silo et on fait sortir le soya avec la vis à grains. Malheureusement, la vis s'est bouchée pendant qu'on la faisait tourner. Elle s'est obstruée puisque les fèves de soya n'avaient pas été séchées convenablement. Elles contenaient de la moisissure et s'étaient agglomérées. On a fini par creuser avec les mains et des seaux en attendant que la vis soit débouchée. Il y a toujours des défis à relever pour régler les problèmes. On voyait qu'il était fatigué, qu'il avait de la difficulté à respirer et que ses jambes lui faisaient très mal. Il avait tous les symptômes du syndrome des loges. Le syndrome des loges se manifeste lorsque les muscles restent coincés, ce qui diminue le flux de sang vers les muscles en question. Le ralentissement de la circulation sanguine provoque l'accumulation de déchets métaboliques, puisque le volume de sang ne suffit plus à extraire ces déchets des muscles. Quand on ne peut plus s'en débarrasser, ils s'accumulent en quantité dangereuse. Lorsque les muscles sont enfin libérés, ils peuvent relâcher les toxines dans le reste du corps, ce qui peut causer des conséquences désastreuses sur les reins et le cœur. Sinon, ils s'accumulent jusqu'à détruire le muscle, ce qui peut entraîner une amputation. Je crois qu'un boisseau de fèves de soya pèse environ 30 kilos. Je ne sais pas combien de boisseaux peut contenir un silo, mais j'évalue ça à 30 000 ou plus. Ces fèves exerçaient donc une pression énorme sur sa cage thoracique et ça lui était très difficile de respirer. Jay est dans une situation dangereuse. Eddie, son beau-frère, se trouve à l'extérieur du silo et n'entend pas ses cris à l'aide. Je m'enlisais dans les grains et j'étais convaincu que j'allais mourir. Je criais le plus fort possible et j'espérais qu'il m'entendrait. Mais le moteur de la vis à grains est très bruyant. J'avais beau crier de toutes mes forces, mais il ne m'entendait pas. Il ne m'a jamais entendu. Entre le bruit du tracteur et de la vis, il n'entendait rien. Les agriculteurs récoltent le maïs et les fèves de soya et les entreposent dans un silo ou un réservoir. Les grains se comportent alors comme du sable mouvant. Ils épousent le corps. Lorsque ça se produit, c'est presque impossible de sortir de là. Puis, quand on arrive à bouger, les grains le font aussi. Donc plus on bouge, plus l'étau se resserre. Heureusement, il était dans les fèves de soya, qui sont de petites boulettes qui s'affaissent un peu quand on les compare aux grains de maïs qui sont plats et s'imbriquent l'un dans l'autre. Ils se compactent donc plus vite autour de la victime. Mais il y avait tout de même beaucoup de poids autour de Jay. Je croyais que c'était fini et que j'allais mourir. Les pensées se bousculaient dans ma tête. Je voulais vivre assez longtemps pour voir ma fille se marier. Je pensais à ma famille et à toutes sortes de choses. Je croyais que je ne m'en sortirais jamais et que j'allais mourir dans le silo, enseveli sous les grains. Quand j'ai réussi à toucher le sol avec mes pieds, je me suis calmé, parce que je savais que je ne m'enliserais pas plus loin. Après ça, je savais que je ne descendrais pas plus bas, car j'ai touché au plancher. J'ai cessé de crier et de hurler, et je me suis dit que je devais attendre qu'Eddie revienne. Il m'avait dit qu'il viendrait me voir toutes les 15 minutes, mais j'avais l'impression qu'une demi-heure s'était écoulée. J'ai levé les bras au-dessus de ma tête et les fèves de soya sont montées au niveau de mon menton. Je les éloignais de ma bouche avec mes mains.
J'essayais tant bien que mal de bouger, puis mon pied a touché la vis, et je savais que la situation était grave. Sur une ferme, la vis à grains sert à transporter les récoltes d'un point A au point B. C'est un accessoire nécessaire et la vis tourne comme un tire-bouchon. La vis à grains est dangereuse, car les vêtements peuvent rester coincés facilement dans les poulies et les courroies. Je croyais que j'allais me vider de mon sang. J'essayais de garder mon pied hors de la vis à grains, mais je sentais qu'elle égratignait la semelle de mes chaussures. Je venais de changer le moteur et la courroie, donc je ne pouvais pas y mettre mon pied pour couper le moteur. J'essayais de lever le pied et de ne pas pointer les orteils vers la vis, mais je savais que la vis l'entraînait vers elle. Ma seule chance était de lever le pied le plus possible. Je le soulevais juste assez pour qu'il ne se fasse pas entraîner dans la vis, mais je ne savais pas si je tiendrais le coup. J'étais à bout. Le sous-titre compagnie. L'agriculteur Jay Butterfield mène un combat contre la mort dans un silo à grains. Son beau-frère Eddie n'entend pas ses appels à l'aide à cause du bruit de la machinerie lourde. Le pied de Jay frotte contre la vis à grains qui se trouve au fond du silo. Puis Eddie est enfin monté pour venir me voir. J'étais soulagé de le voir car j'avais l'impression d'être coincé depuis longtemps. Je me suis calmé car il savait que j'étais dans le pétrin. Il a éteint la vis à grains et je n'avais plus à lever le pied. La vis à grains ne tourne plus. Mais Jay est encore en danger. Il est au beau milieu des fèves de soya qui forment un entonnoir autour de lui. Si les fèves continuent à tomber des parois du silo, elles risquent de l'engloutir. Eddie savait qu'il ne devait pas sauter dans le silo et qu'il faisait mieux de rester à l'extérieur. S'il avait sauté dans le silo, d'autres fèves seraient tombées et on aurait pu tous les deux y laisser notre peau. Il a appelé le 911. On a reçu l'appel téléphonique aux alentours de 16 heures. Quand on a compris de quoi il s'agissait, on n'en revenait tout simplement pas. J'étais à la maison. Je suis un des bénévoles qui sont intervenus. Ironiquement, j'étais censé travailler de 18h à 6h ce soir-là. Mais j'ai appelé mon lieutenant et je lui ai demandé de changer de quart de travail parce que j'avais une chance de passer la soirée avec ma fille. Il a dit oui, donc j'étais en poste au moment du drame, mais je n'étais pas censé être là. On est allé se préparer et j'ai revêtu mon uniforme, puis on est parti. Le répartiteur nous a dit que quelqu'un était pris au piège. Dans 99,8% des cas, il s'agit d'un accident de la route et d'une victime qu'on doit extraire d'un véhicule. Le chef des pompiers, Steve Miller, a alors annoncé à la radio qu'il fallait appeler l'équipe de sauvetage technique. Ça m'a surpris. Je me suis tourné vers mon lieutenant pour lui demander « Mais c'est quoi cet appel ?» Il a regardé l'écran du répartiteur du 911 et m'a annoncé qu'une personne était coincée dans un silo à grains. J'étais bouche bée. J'ai l'impression que je n'ai pas prononcé un mot pendant quelques minutes. Les ensevelissements dans les silos sont parmi les plus fréquents des accidents, causant la mort dans la moitié des cas. Chaque année, on rapporte des douzaines d'accidents de cette nature, mais plusieurs autres ne sont jamais signalés. C'est une partie dangereuse de la profession. Et dans ce cas-ci, un des amis de M. Butterfield était décédé dans un réservoir de maïs. Le répartiteur nous a donné plus d'informations sur ce qui se passait à la ferme des Butterfield et grâce à ça, notre équipe, qui intervenait avec 2 camions, a rapidement pu constater qu'il nous fallait de l'équipement spécialisé. On a donc demandé au service d'incendie du comté de Riley, plus à l'ouest, d'intervenir, car il a l'équipement pour ce genre de situation. Je savais qu'on avait besoin de cet équipement le plus vite possible, parce que l'équipe de sauvetage technique de Westchester allait prendre au moins une demi-heure avant d'arriver sur les lieux. J'essayais déjà de planifier un plan A, un plan B, un plan C.
À notre arrivée, j'ai vu un homme sur le bord de la route qui agitait les bras. C'était le beau-frère de M. Butterfield. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'on intervenait chez M. Butterfield. Dans le comté de Ross, tout le monde se connaît ou connaît quelqu'un qui vit dans la communauté. Au fil des ans, on lui avait acheté du foin pour le répandre sur les lieux de déversement et on était déjà intervenu quelques fois sur la même rue. On est sorti du véhicule et son beau-frère nous a dit qu'il était dans le silo. On devait faire vite. 15 autres minutes se sont écoulées avant l'arrivée des pompiers. Pour la première fois, je me disais que j'avais peut-être une chance de m'en sortir indemne. Il était dans le dernier silo. Je suis retourné au camion et j'ai dit à mes collègues qu'on avait besoin de cordes et de harnais. Quand j'ai grimpé là-haut, je portais mon harnais. Je suis monté, j'ai regardé dans le silo et j'ai aperçu M. Butterfield. Il était dans un amoncellement de grains, les bras levés. Il portait un masque pour se protéger de la poussière. Il était enlisé jusqu'à la poitrine, de la taille aux pectoraux. Je lui ai dit « Bonjour, Monsieur Butterfield, je m'appelle Ron Stanger. » Il me parlait et il me disait de tenir bon. Il allait me sortir de là. Et il m'a rassuré. Je lui ai dit d'arrêter de bouger parce que les grains agissent comme du sable mouvant. Chaque fois qu'il déplaçait les fèves de soya, il s'enlisait de plus en plus dans le silo. C'est difficile de convaincre une personne de rester immobile parce qu'elle a peur. Sa réaction de lutte ou de fuite est tout à fait normale. La victime veut bouger pour se sortir de là. À chacun de ses mouvements, les fèves de soya dégringolaient sur lui. J'ai pris la radio et j'ai dit au chef Milner qu'on avait besoin de renforts additionnels, qu'il devait contacter la tour 22 de la ville d'Hamilton. Je crois que j'ai également demandé un hélicoptère pour l'évacuer. Je savais que l'opération de sauvetage serait longue et qu'on ne le sortirait pas de là sur le champ. Puisque l'opération de sauvetage sera longue et pénible, on fait appel à d'autres ressources, dont du personnel en congé. J'ai entendu l'appel à la radio concernant une personne possiblement coincée dans un silo. Selon moi, c'était un accident grave et on avait besoin du maximum de renforts, donc je suis intervenu. À mon arrivée, le premier camion y était déjà et le chef Miller aussi. Je lui ai demandé ce que je pouvais faire pour aider et il m'a assigné au poste de contrôle. Je joue le même rôle qu'un chef d'orchestre. Mon devoir est de m'assurer que tous les gens qui travaillent ont tout le nécessaire. Je suis resté très longtemps à l'extérieur du silo et lorsque le camion de la ville d'Hamilton est arrivé, j'ai pu monter au sommet du silo. Quand j'ai parlé à Ron pour la première fois, le premier sauveteur à avoir parlé à la victime dans le silo, il m'a dit qu'il avait parlé à Jay et ça m'a beaucoup soulagé. C'est toujours important. Nos mains étaient liées. Puisqu'il y avait beaucoup de poussière dans l'air, on devait absolument évacuer les lieux avant d'y entrer, car il y a toujours un danger d'explosion à cause de l'électricité statique ou d'autres substances qui peuvent sauter sans crier gare. Je savais aussi que je ne pouvais pas entrer tout de suite, car si je mettais les pieds dans le tas de fèves, il risquait de s'effondrer encore plus. De plus, je n'avais pas l'équipement de sécurité nécessaire. C'était pénible pour moi, car je connaissais la victime. Les opérations de sauvetage en milieu restreint sont toujours problématiques, car les gens veulent réagir selon leurs instincts. Ceux-ci leur disent qu'ils sont pris au piège et que rien ne va plus. Heureusement qu'on a une formation. Il faut faire preuve de discipline et protéger à la fois les premiers répondants et les victimes. La première chose que j'ai demandé à mes équipes était de traiter cette situation comme une opération en lieu restreint. Et on devait s'assurer que l'environnement dans le silo était sécuritaire. Le mouvement des grains provoque une poussière très combustible qui peut s'accumuler dans l'air. Une explosion de poussière de grains nécessite un carburant, de l'oxygène, un espace restreint et une source d'allumage. Mais un autre danger existe dans un silo, la moisissure. Parfois, à cause du manque de temps et des contraintes reliées à l'agriculture, on doit prendre la récolte et l'entreposer telle qu'elle. Lorsque l'humidité pénètre le silo, la moisissure peut se former et on perd les grains, car ils se mettent à pourrir. Certaines moisissures peuvent causer des difficultés respiratoires.
Donc, on manque de souffle et les poumons sont irrités. D'autres moisissures ont des conséquences médicales à long terme, dont les gens risquent de souffrir pendant très longtemps. Heureusement, on m'a lancé un masque à oxygène. Ce masque m'a beaucoup aidé. La prochaine étape était d'acheminer une corde vers M. Butterfield pour le retenir en place. J'ai demandé à mon partenaire, le lieutenant Rob Emery, de reprendre la corde et de me la donner pour qu'on y fasse un nœud de menottes. Le nœud de menottes permet d'attacher les mains ensemble pour empêcher la victime de s'enliser encore plus dans les grains. La seule chose qui garde cet homme en vie est ce nœud dans la corde, qui le tire vers le haut et l'empêche de sombrer. On allait lui lancer la corde et lui demander de passer les mains dans le nœud pour qu'on puisse le serrer et maintenir ses bras levés. On n'allait pas le sortir tout de suite, mais on pouvait au moins l'immobiliser afin qu'il cesse de s'enliser davantage dans les grains. De plus, ça lui montrait qu'on faisait quelque chose pour le sauver. Souvent, quand on garde le contact avec la victime, le taux de survie est plus élevé. On a appris ça au fil des ans, lors d'opérations dans les fossés, dans l'eau et sur la glace. Mais même si on lui avait levé les bras, il bougeait toujours. Je gardais l'œil sur lui, mais il continuait à sombrer vers le fond du silo. Les grains se resserraient contre ma poitrine. Le camion est arrivé de Coleraine avec Scott Becker, le responsable de l'équipe de sauvetage à son bord. Il a enfilé un harnais et est monté. Enfin, l'équipement pour les espaces restreints était arrivé. On a posé un ventilateur pour faire circuler l'air. Il faisait terriblement chaud dans le réservoir. C'était le 30 mai et la chaleur était suffocante dans le silo de métal. Ils ont fait passer un tuyau pour faire circuler l'air dans le silo et ça m'a fait du bien. Ça a rafraîchi les lieux. Une fois le tuyau en place, je suis descendu par l'échelle du silo. Malheureusement, je ne pouvais pas poser le pied sur les fèves de soya puisque c'était trop instable. On n'avait pas encore les plateformes et les tuyaux nécessaires. À ce moment-là, M. Butterfield était enseveli sous les fèves jusqu'au cou et j'ai commencé à me demander si on allait le perdre. Après être resté emprisonné dans près d'1,5 tonne de fèves de soya depuis plus d'1 heure, Jay Butterfield, un agriculteur de l'Ohio, commence à s'épuiser. Mais les répondants travaillent d'arrache-pied pour le sortir de là le plus vite possible et en toute sécurité. Je suis devenu nerveux vers la fin de l'opération de sauvetage, car plusieurs badauds voulaient intervenir. J'aurais préféré que ça se fasse plus rapidement, mais ma priorité, c'est la sécurité de mes hommes et celle de la victime. Ça me rassurait de savoir que tous se portaient bien. Si l'opération allait durer 5 heures, tant pis. Tout ce qui comptait, c'était qu'on réussisse à sortir cet homme vivant du silo et que mes hommes soient en sécurité pendant toute la mission. Dès qu'on a posé les tubes et les panneaux et que les mains de M. Butterfield ont été libérées, il nous a aidés à dégager les grains qui l'entouraient et à les éloigner de lui. Quand on a libéré sa poitrine et qu'il n'avait des grains que jusqu'à la taille, on lui a demandé de continuer à nous aider à le dégager. Ça l'a rassuré. On allait bientôt le sortir et s'il nous donnait un coup de main, ça irait beaucoup plus vite tout en gardant son cerveau occupé. Quand il a vu le niveau des fèves de soya diminuer, on a pu le voir reprendre son souffle. Il se sentait soulagé. Il savait qu'il allait sortir du silo vivant. Je ne pouvais pas sortir de là, même si les grains étaient seulement à la hauteur de mes chevilles. J'étais vraiment coincé. On ne voulait pas le tirer vers nous, parce qu'on risquait de disloquer ou de fracturer ses jambes à cause du poids que les fèves de soya exerçaient sur son corps. Puisque son état de santé était stable, on voulait enlever le plus de grains possible afin de pouvoir retirer les tubes et l'installer dans une nacelle de sauvetage pour le sortir du silo. Les premiers répondants doivent aussi affronter le danger associé à l'accumulation de poussière et à l'électricité statique. On a pu utiliser l'équipement spécialisé de l'équipe de sauvetage technique. On a placé leur ventilateur au sommet du silo pour faire circuler de l'air frais à l'intérieur.
On creusait avec nos mains et avec nos pelles. Il ne faut pas oublier qu'il faisait probablement près de 40 degrés Celsius dans le silo. Je me souviens que mon corps s'est détendu pendant que l'on posait les tubes. J'étais complètement épuisé et j'ai dit à Scott que je devais aller prendre l'air. On a dû me redescendre à l'aide de poulies pour éviter que je tombe. Je suis allé à l'infirmerie tandis que l'intervention se poursuivait. C'est comme ça qu'on travaille pendant les opérations de sauvetage. Lorsqu'un répondant quitte les lieux, un autre le remplace sur le champ pour prendre la relève. Je me suis promené un peu partout sur les lieux de l'intervention et j'ai été témoin de la scène. Je surveillais les équipes et m'assurais qu'elles soient en sécurité. Je veillais à ce qu'il n'y ait aucun danger, qu'ils puissent intervenir sans risque. Ils doivent faire des pauses quand c'est nécessaire pour ne pas tomber d'épuisement. Je fais ce travail depuis de nombreuses années et on a tous tendance à donner 110% et à travailler d'arrache-pied jusqu'à ce qu'on ne tienne plus debout et parfois on en fait trop. Les premiers hommes sur les lieux sont restés dans le silo pendant 1 heure ou 1 heure et demie. En sortant, ils étaient épuisés. Ma priorité était de m'assurer qu'on s'occupe d'eux. On les a envoyés à l'infirmerie pour récupérer, s'hydrater et reprendre les calories perdues. Heureusement, la ferme était équipée d'une énorme grange. On y a placé des fauteuils rafraîchissants parce qu'il faisait très chaud ce jour-là. La Croix-Rouge était aussi sur les lieux pour administrer les solutions hydratantes aux sauveteurs. Au retour de l'infirmerie, je me souviens très bien d'une chose. Pendant qu'on était dans le silo, on provoquait d'énormes nuages de poussière de fèves de soya et les filtres de nos masques étaient bouchés. On changeait continuellement de masque et à un moment donné, on a décidé de tout simplement les retirer. On ne pouvait plus travailler efficacement car les filtres bouchés nous empêchaient de respirer. Maintenant, l'équipe doit déterminer comment sortir Jay Butterfield du silo après l'avoir libéré des fèves de soya. Au départ, quand on est arrivé sur les lieux, je me disais qu'on devrait le soulever à la verticale pour pouvoir le sortir de là. La tour 22 de Hamilton était au-dessus du silo et l'équipe 26 de Coleraine fabriquait des systèmes de poulies et se préparait à le hisser. Dès qu'on a commencé à le soulever, je me suis demandé comment il avait fait pour se rendre jusqu'au fond du réservoir, parce que M. Butterfield n'est pas un homme de petite taille. Puis je me suis rendu compte que ça ne fonctionnerait jamais. On ne pouvait pas le hisser hors du silo avec tout l'équipement, car ça ne passerait pas. On a donc élaboré d'autres plans. Après avoir posé les panneaux autour de lui et retiré les fèves de soya, on a décidé de percer un trou dans le côté du silo pour évacuer les grains. Plusieurs personnes se demandaient pourquoi on n'avait pas fait ça dès le départ. Voici pourquoi. Monsieur Butterfield était enfoui dans les fèves de soya. Si on entraînait les fèves vers le bas du silo, il aurait été tout simplement englouti avec elles. Par prudence, on a évacué plusieurs curieux. On a dû utiliser des tronçonneuses, mais on savait que ça allait provoquer des étincelles. Avant de se mettre à percer le trou dans le silo, on a posé des conduites d'eau pour arroser les scies et réduire la quantité d'étincelles. Un homme est entré dans le silo pour arroser les fèves de soya et réduire la quantité de poussière. Ensuite, on a pris des mesures pour pouvoir percer le silo. On ne voulait surtout pas provoquer une explosion à cause de la poussière. On a percé 2 trous afin que les fèves soient évacuées à la même vitesse et en même quantité de chaque côté, là où se trouvaient également des tuyaux d'arrosage. S'il y avait des étincelles, on pouvait les maîtriser. Les silos sont construits en plusieurs sections. Si on coupe trop, chaque section peut s'effondrer. On leur a montré où couper un triangle sous le niveau des fèves. Des hommes découpaient des trous en forme de V pour faire sortir les fèves. J'imagine que c'était pour réduire la pression, puis me sortir de là. Puis les fèves de soya se sont mises à couler de chaque côté du silo. Malheureusement, une fois sorties, on a dû les pelleter pour se frayer un chemin jusqu'au silo et sortir la victime de là. Quelques hommes se sont mis à pelleter les fèves pour créer un chemin pour me sortir de là. Il ne leur restait plus qu'à me sortir du tube et à marcher avec moi jusqu'à l'extérieur. Après 3 heures, je suis enfin sorti.
Si ce n'était pas de ces hommes, je serais mort. Toute ma famille était là. Et quand je suis sorti, je leur ai dit que j'allais bien. J'étais très soulagé. Et je leur ai dit que je me sentais bien. J'étais tellement heureux de sortir de là. 2 des hommes m'ont aidé à marcher jusqu'à la civière et je me suis allongé. Ils m'ont transporté jusqu'à l'ambulance. Je n'en revenais pas de voir tous ces gens-là sur la ferme. Mais j'étais épuisé et je voulais seulement m'allonger et fermer les yeux. J'étais soulagé d'être vivant. Ce n'était pas mon tour de mourir. Il devait y avoir au moins 50 pompiers sur les lieux. J'étais très chanceux de les avoir. Ces interventions se terminent souvent différemment. Lorsqu'une telle opération dure aussi longtemps, les chances de survie sont presque nulles. Il avait peu de chances de s'en sortir, mais heureusement, on a réussi et on était très soulagés. J'étais très heureux. Très heureux. Tout s'est bien terminé. J'étais responsable de plusieurs intervenants et j'étais très soulagé. J'étais très fier de mes équipes, de ma communauté et de tous les services qui nous ont prêté main forte. La mission a été un succès. Travailler avec un collègue et s'assurer de se surveiller l'un l'autre pour rester en sécurité est la meilleure approche à avoir sur une ferme. Cette autre personne peut éteindre la machinerie lourde, appeler les renforts et même intervenir pour assurer la survie de la victime. Dans ce cas-ci, le fait que Jay Butterfield travaillait avec son beau-frère lui a sauvé la vie. Ils m'ont emmené en ambulance jusqu'à Millville. De là, on m'a évacué par hélicoptère jusqu'à Cincinnati. J'ai gardé les yeux fermés pendant tout le voyage. J'étais absolument et complètement épuisé. Je savais que j'allais m'en sortir, mais j'étais incapable de réagir. Je n'avais plus d'énergie. J'ai eu la chance de le revoir et j'ai une magnifique photo de nous deux. Ça m'a beaucoup ému. Souvent, on ne sait pas comment l'histoire se termine. Une fois que les victimes ont été transportées à l'hôpital, que ce soit par ambulance ou hélicoptère, à moins de les accompagner, on ne les croise plus. Je suis allé le revoir avec le reste de mon équipe et on était très heureux. Que faisait-il? Il labourait ses terres sur son tracteur comme n'importe quel autre fermier. Ils m'ont tous sauvé la vie. J'ai eu beaucoup de chance.